Pour le dernier cours du premier quadrimestre de l'année 2015-2016, les étudiants de troisième année de sciences humaines ont décidé d'aborder comme thème d'actualité celui des médias, parce qu'il leur semble particulièrement important dans la mesure où, dès l'année prochaine, si tout va bien, ils seront devant des classes de l'enseignement secondaire. Nous commençons donc ce petit atelier d'actualité. Voilà, alors je pense que si on veut discuter des médias, il est d'abord important de se mettre d'accord. Qu'est-ce que les médias? Allez, c'est le choix, allez, ça tourne. Qui sont les médias? Donc les médias, c'est tous ceux qui tentent de nous transmettre une information, tout ce qui est journaux, écrits, télévisuels. C'est un ensemble de moyens de communication Voilà. en place pour faire passer un message. Radio, internet, télévision, journal. Continuez. Allez, C'est vrai que ces dernières années, en plus, les médias, avec l'évolution des technologies, Internet, etc., c'est beaucoup développé. Donc, quotidiennement, on peut constater que les médias, via Internet, prennent de l'importance, je trouve. Ouais, même s'ils changent de forme, ils sont de plus en plus présents et ont de plus en plus grande influence sur la société. Mais alors finalement, quels sont les objectifs de ces médias? l'objectif premier, c'est informer les gens. Informer, quoi d'autre? Mais ça, c'est le plus théorique. Ils veulent informer, aussi créer des scoops, mais aussi certains médias veulent divertir. Et c'est là où je pense que c'est important d'aider les jeunes à discerner justement quels sont les objectifs des médias. C'est vrai qu'il y a une volonté des médias d'avoir l'audimat le plus important. On voit qu'il y a une course des médias. On voit par exemple RTL, je parle d'RTL, RTL c'est il y a des publicités un peu partout sur les bus, sur les panneaux publicitaires, et je trouve que pour les médias c'est un peu exagéré d'avoir ce genre de choses, quoi. Parce que normalement le but premier des médias c'est juste informer, pas besoin de faire des publicités. Non? Ouais, je trouve aussi. Dans un premier temps, oui, mais en même temps, ce sont les publicités qui permettent aux médias de survivre. C'est comme ça qu'ils sont leur argent. Donc il faudrait que la publicité, il faut qu'il y en ait, mais pas à l'excès. Oui et non. Non, parce que pour moi, un média, c'est pas, il ne doit pas mettre de publicité, il ne doit pas s'afficher, parce que leur but premier, c'est d'informer. Donc, si l'information, ils veulent qu'elle soit transmise, je peux regarder sur RTL, mais je peux regarder sur RTBF, etc. Oh, mais ils ont besoin d'auditeurs quand même pour survivre. Oui, C'est la chaîne. Il y a un peu de production. Il y a sa production, il faut payer Ça le devrait journaliste, le caméraman, le reporter, donc il faut des moyens. Et en soi, c'est rare que dans un journal télévisé, il y ait des publicités. Mais pourquoi avoir différents journaux télévisés? Pourquoi avoir différentes chaînes? Donc, c'est peut-être la chaîne qui décide ça. Mais pourquoi est-ce qu'elles sont différentes? Peut-être aussi qu'elles poursuivent des objectifs différents. Ouais. Il y a des influences différentes et des... C'est pas belle. C'est important d'avoir plusieurs médias. Si on avait par exemple une seule chaîne qui nous donnerait l'information, on aurait de quoi douter. Par contre, si l'information revient dans plusieurs endroits, voilà, on peut faire on va avoir une seule source, ce serait pas. Il y a des médias qui sont plus tournés à gauche ou à Oui, droite. voilà. Ça se voit surtout dans le papier. Sans orienter Papier journal où voilà, clairement. Mais alors, si je vous écoute ici, les médias, en fait, ils ne représentent pas la réalité objectivement. Si ils sont plus tournés vers la gauche ou vers la droite, c'est qu'il y a quelque chose là derrière. L'information n'est donc pas relayée objectivement. Mais on est toujours orienté en soi. Il y a certains journaux qui essaient vraiment d'être objectifs le plus possible, mais il y en a d'autres qui ne le sont clairement pas, qui pour eux sont objectifs parce que c'est leur façon de penser et vont relayer l'information de la façon dont ils la voient. Maintenant, est-ce que c'est neutre? Pas forcément, mais rien n'est jamais neutre, donc c'est toujours compliqué. L'information en tant que telle est juste, sûrement, mais voilà, après il y a une orientation politique qui fait que la chaîne veut faire passer tel ou tel message. Il y a une interprétation, on va utiliser certaines images et pas d'autres. Exactement. Il y a l'interprétation, elle est liée à la personnalité aussi des gens, forcément. Une personne ne va pas interpréter une image ou une information de la même façon que... C'est propre à la personne. C'est sélectionné en fait.
ils vont sélectionner ce qu'ils ont envie de montrer tel jour à telle heure. C'est pour faire le Alors, est-ce que les médias sont un outil d'information ou de manipulation finalement? Les deux, non. Techniquement, c'est les deux. On va informer. Ils veulent informer, mais toujours dans le but de montrer quelque chose, de faire passer un message. Donc je pense que c'est à la fois de l'information et de la manipulation. Mais donc il faut justement exercer les élèves à avoir un œil critique par rapport à ça. Alors, pourquoi faire donc un cours sur les médias justement Pour leur apprendre à avoir un esprit critique par rapport à ça et pas croire tout ce qu'on entend, que ce soit à la radio ou à la télévision. Et quand on a l'esprit critique vis-à-vis des médias, on a vis-à-vis de nombreuses choses, donc c'est toujours utile. On peut voir que les médias se sont trompés énormément par le passé. Par exemple, avec le Rwanda, ils avaient montré des images, mais ce n'était pas représentatif de l'événement. Donc voilà, c'est important, je pense, pour les élèves aussi de réfléchir un peu sur des situations, de ne pas prendre tout pour avoir content. Mais est-ce qu'ils sont vraiment capables de le faire par eux-mêmes? Mais justement, c'est là que l'éducation aux médias doit intervenir, je pense, dans le cadre des cours. Juste le cours d'histoire, en critiquant des documents, c'est déjà les aider à critiquer des documents entre guillemets réels qui sont par exemple les médias, pardon. Surtout que les jeunes aujourd'hui, ils regardent plus ce qui passe sur Internet, plus ce qui passe à la télévision. Donc ils peuvent avoir une vidéo totalement sortie de son contexte. Ils doivent apprendre à réfléchir par rapport à ça. Ça, on le voit énormément sur Facebook. Le problème, c'est que les sources sur Internet, enfin les médias sur Internet, sont beaucoup plus variées, il y a beaucoup plus de sources, mais elles sont moins surveillées. Donc c'est plus difficil de faire rapport des choses et de se dire ce qui est fiable et ce qui n'est pas. Mais puis on voit quand même qu'il y a encore beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à voir la pertinence d'une source. Par exemple, on peut voir que sur Facebook, justement, des fois, il y a des articles du Gorafi. Donc c'est satirique, c'est pour se moquer du Figaro, mais certaines ne perçoivent même pas ça et partagent l'article en pensant que c'est un article réel. Donc je pense que c'est vraiment important de travailler ça avec nos élèves. Et vous pensez quoi des médias? Est-ce que vous voulez regarder? Vous parlez de la télé-réalité aussi, c'est un type de média. C'est quoi l'influence de la télé-réalité? Moi personnellement je regarde pas la télé. Déjà, est-ce que vous la regardez? Non. Ça c'est vraiment l'objectif, c'est divertir. Voilà. Et j'ai l'impression que ça abrutit un petit peu. On prend les gogoles, on demande de faire des choses et c'est tout. C'est juste ça la télé-réalité. Alors les ados, ils regardent parce qu'ils pensent que c'est vrai. Mais on sait tous bien que c'est scénarisé, que... On sait tous, non, justement pas. Non, ça, les jeunes n'arrivent pas. Mais les jeunes, justement, n'arrivent pas à discerner. Pas jeunes, il faut entendre ceux qui sont en primaire et certains adolescents aussi, jusqu'à un certain âge, ils n'arrivent pas à faire la distinction entre la réalité et la fiction médiatique. Et donc, encore une fois, c'est là qu'on intervient, nous, en tant que futurs profs. C'est pareil pour les médias. Vous parlez des jeunes pour la télé-réalité, mais il y a des adultes qui n'arrivent pas à faire ce discernement, se dire peut-être que ce média est plus tourné vers la droite ou vers la gauche. Et ils n'ont pas ce réflexe de dire si ce média dit ça, je vais quand même regarder un autre média pour comparer, pour faire ma propre idée sur la question. Ici, je pense que beaucoup de personnes ne réfléchissent pas vraiment. Alors que les différences sont énormes. Il suffit de regarder par exemple le journal de la Lune sur la TVI. Le temps d'image qui est accordé au sujet est totalement différent de l'un à l'autre. C'est plus faire un RTL, c'est plus vraiment créer le buzz. On va commencer avec, même si c'est une information qui n'est pas importante, si ça va susciter l'intérêt des gens, ils vont la mettre en avant. Alors que RTBF, c'est vrai que c'est plus. C'est un peu plus sérieux. C'est un peu plus sérieux, voilà. RTL TVI conforte les gens dans leurs habitudes, tout simplement. C'est répondre aux besoins de divertir les téléspectateurs. C'est un peu la télé-réalité. C'est ça, vraiment. Et aussi, ils ont tout fait de bien choisir
Puis on peut voir aussi dans les médias la manipulation d'images. On a clairement avec des exemples de petits garçons. Ouais, un petit garçon. Un gros blanc. Ah, mais je sais pas, on va discuter. Enfin, Ouais, mais de quoi vous voulez parler concrètement? Rien qui me vient en tête comme ça. On en a trop parlé. Peut-être Fatima, t'as des questions? Ben, je me demandais quand même si l'approche et l'influence des médias va être différente en fonction des générations. Par exemple, est-ce que nos parents vont pas être plus influencés par la télévision que nous qui avons déjà qui avons accès à, par exemple, Facebook, Internet, on a une autre information qui va nous faire penser autrement. Moi, on ne voit pas devant ma mère si RTL dit quelque chose, c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas ce discernement. Elle dit si c'est à la télé, c'est que c'est vrai, il ne faut pas nous mentir. La télé a toujours raison, entre guillemets. Et nous qui sommes jeunes et qui, en tout cas nous, qui faisons des études d'histoire, ben là, on a plus ce réflexe d'aller voir, de zapper, d'aller voir différents médias pour nous faire une petite idée et voir si tel événement est vrai ou faux. Mais c'est le fait aussi qu'on est encore à l'école où on nous apprend à comparer les informations. Et donc c'est ça aussi par rapport à nos parents, eux ils ont déjà quitté l'école depuis plus longtemps. mais donc je pense que. L'école a vraiment un rôle important. Bon, voilà qu'on a vraiment un rôle important. On peut voir l'exemple, par exemple, parler de sa maman. Si elle pense comme ça, c'est parce qu'elle n'a peut-être pas été éduquée à ça à l'école. Et donc c'est important que nous, plus tard, en tant que futur professeur, on travaille ça avec nos étudiants, je trouve. Il y a encore d'autres questions? Bon, pas d'autres réactions. Non. On a fait le tour. On peut conclure le débat. Mais quelle serait la conclusion pour chacun d'entre vous, alors, justement? Chacun d'entre nous. Je pense que vaut mieux faire une Oui, conclusion c'est une générale. conclusion générale. Pourquoi on est tous d'accord pour dire que l'éducation média est importante à l'école. Qu'il est important de développer l'esprit critique des élèves, ne fût-ce que pour observer les médias, mais aussi d'autres choses qui nous entourent. Une tête bien faite plutôt qu'une tête bien remplie. Fatima, tu penses la même chose? Oui, je trouve qu'en fait les médias, c'est clair que c'est important, ça nous informe, mais il faut toujours garder un esprit critique par rapport à cela et voir si comparer toujours l'information. C'est vrai que c'est important d'apprendre ça. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de regarder des chaînes de télévision étrangères, par exemple, même si vous ne comprenez peut-être pas grand-chose en termes de contenu, peut-être qu'en voyant les images qui sont projetées à la télévision, vous estimez que finalement c'est du pareil au même sur toutes les chaînes, ou est-ce que vous sentez des différences? Ici, on a entendu que l'on parlait de chaînes de télévision belges différentes, du secteur privé, du secteur public, mais est-ce que vous ressentez par exemple la même chose quand vous comparez par exemple France 2, donc Antenne 2 et TF1 ou TV5? Est-ce qu'il vous semble qu'il y a, le cas échéant, des émissions qui répondent davantage à vos souhaits en tant qu'enseignant? Tout à l'heure, hors caméra, nous avons parlé d'une émission en particulier, mais peut-être y en a-t-il d'autres. Moi justement, cette émission qui passe en France 5 le soir aux alentours de 18h, qui s'appelle C'est dans l'air. Je fais la publicité. Non, c'est pas vraiment de publicité, j'en discute comme ça parce que c'est dans l'émission, moi ça m'approche de référence. Et en fait, dans cette émission, on procède à une analyse critique, c'est-à-dire qu'on voit un sujet. Bien souvent c'est politique, mais ça peut être un sujet d'actualité, de société. Et des spécialistes viennent et on voit différents points de vue, différentes analyses. Et je trouve que c'est vraiment de l'analyse critique. Donc, pour moi, en tant que professeur, je trouve que c'est intéressant de regarder ça et de conseiller aussi à nos élèves, pourquoi pas, de regarder ce genre de médias. Oui, si on regarde la télévision française au niveau des journaux, c'est comme en Belgique. Si on prend TF1 et France 2, TF1 c'est comme RTL TV, et France 2 ce sera RTBF ou tout simplement. Parce que c'est des chaînes privées aussi, et du coup, ils ont une plus grande liberté dans leur choix de rubrique. Par contre, j'ai l'impression que TV5 Monde c'est beaucoup plus sérieux, une chaîne beaucoup plus sérieuse.
Et si vous prenez le cas d'Arte, par exemple? Arte aussi. C'est des chaînes internationales aussi, enfin, qui font beaucoup de collaborations et qui sont beaucoup plus éducatives. Donc, comme CNN, je ne sais pas si vous connaissez. CNN, oui, bon. Mais alors, on parle de chaînes plus éducatives. Moi, ce que je me demande toujours, c'est pourquoi en fait on constate quand même que ces jeunes, ces questions, enfin, par exemple, excusez-moi, ces chaînes éducatives qui sont là pour nous cultiver, nous apprendre, on peut constater qu'elles sont moins visionnées que des émissions de télé-réalité Elles sont moins ou mises de en avant. divertissement. Parce que c'est parfois moins amusant de regarder un documentaire sur Parce que les gens n'ont pas ce besoin de. Voilà, en fait, ouais, moi je pense que en fait, dans notre société, on est tout le monde en train de travailler, que ce soit les étudiants qui font des travaux ou dans la vie professionnelle, toujours travailler, que quand on rentre à la maison, on a tellement l'impression qu'on n'a pas envie de toujours rentrer dans des débats intellectuels, se poser des questions, on a envie de se divertir. Mais... Aujourd'hui, on n'arrive plus à se divertir dans ces camps. C'est Soit ça. l'un, soit l'autre. Du coup, c'est pour ça que les gens font un choix et en général, ils se divertissent. Quoi. Dans la société, les jeunes essayent d'avoir des modèles et les modèles sont malheureusement les gens qui font de la télé-réalité. Donc, ils vont plus regarder la télé-réalité pour se fondre dans la masse que regarder Arte et se dire ah, je vais me cultiver un petit peu. Alors que moi, c'est une chaîne que j'aime énormément. Est-ce que certains d'entre vous regardent des chaînes marocaines ou italiennes, parce que je crois que plusieurs d'entre vous sont multilingues, et ce serait peut-être intéressant de nous expliquer un petit peu quel est le type de modèle, si vous regardez ces chaînes-là, et lesquelles précisément, parce qu'il y a sans doute plusieurs chaînes marocaines et plusieurs chaînes italiennes, ce serait peut-être intéressant de nous dire sur quel mode ils fonctionnent, ou elles fonctionnent plutôt. Est-ce que ce sont, si vous les regardez, c'est peut-être pas du tout le cas, mais est-ce que ce sont des, par exemple, les chaînes marocaines, ce sont des chaînes d'État qui relayent le discours du pouvoir uniquement, ou pas du tout, ce sont des chaînes commerciales? Qui pourrait me répondre? Pour le Maroc, il y a la chaîne 2M, donc ça c'est une chaîne privée. Oui, c'est une chaîne privée. Alors il y a la première, et ça c'est une chaîne plutôt. Et alors, moi je trouve que dans le journal, c'est un peu, il disparaît, je pense. Il n'y a pas vraiment un gros fossé entre la première chaîne et la chaîne privée, pour moi en tout cas. Pour moi, je pense, pour faire un lien avec la Belgique, je pense que la chaîne marocaine 2M c'est plus RTL et la première chaîne c'est plus la 1 RTBF. Donc 2M c'est vraiment aussi sensationnel et on suit vraiment le même schéma qui est information locale et puis internationale. Et donc voilà, mais c'est vraiment intéresser les gens et vraiment sensationnel, faire le buzz. Alors que la première chaîne, ça c'est plus. Voilà, c'est plus, on dirait un journal un peu ennuyant. C'est plus sérieux. C'est plus sérieux. C'est beaucoup plus sérieux. Par contre, dans aucune des deux chaînes, par exemple pendant le printemps arabe, ils évitaient d'en parler, on dirait. Donc il y a quand même une sélection d'informations dans les deux chaînes. Tout ce qui se passait en Tunisie, nous on regardait sur les chaînes européennes, mais quand on allait sur les chaînes arabes, ils en parlaient très très peu. En tout cas sur les chaînes marocaines. Peut-être pour éviter de lier la population au même. Concernant le journal télévisé en Italie, les médias en Italie, c'est un peu le même schéma. Chacun donc a les chaînes privées, les chaînes publiques. On peut voir que les chaînes privées là aussi sont plus en fait du fait du scope des sensationnels. Mais ce qu'on peut noter de particulier en Italie, c'est que dans les chaînes privées, il y a une chaîne, les Mediaset, qui appartient à Silvio Berlusconi, donc lui-même maintenant dans la politique. On voit directement que dans ces chaînes, il n'y a pas beaucoup de place pour les autres partis que le sien. Donc on voit directement l'orientation politique. D'ailleurs, je trouve que c'est quand même bizarre qu'un chef de parti politique puisse avoir une chaîne privée télévisée. Est-ce que vous pensez que éventuellement, et ça peut être le cas dans nos pays aussi, en Belgique, en France, c'est une question que je vous pose, il n'y a pas à certains moments superposition entre les intérêts des chaînes publiques et des chaînes privées, dans la mesure où, je dis au Maroc, je n'en sais rien parce que je ne connais pas la situation là-bas, mais où finalement c'est quand même un régime qui est quand même plus autoritaire, à moins que vous me disiez le contraire. Ici, je ne suis pas
là pour apporter des réponses, mais pour poser des questions, et que peut-être vu les intérêts économiques que le roi du Maroc possède dans son pays, mais peut-être qu'il n'y a peut-être pas une distanciation peut-être aussi nette que chez nous entre la télévision publique et privée. Ceci dit, peut-être que vous trouvez que chez nous, ben là aussi finalement, les chaînes publiques ressemblent de plus en plus à des chaînes privées. Qui veut répondre? En Belgique, concrètement, moi je trouve pas que. En Belgique, il y a des chaînes privées, les chaînes publiques, il y a quand même une différence et on ressent quoi. Et les chaînes publiques ne sont pas en changement, j'ai pas l'impression. Et alors dans... Enfin, je sais pas, concernant le Maroc, je connais pas, j'ai jamais regardé, mais je connais Fatima qui parlait du printemps arabe et qui disait que la chaîne privée au public, on avait tendance à pas trop en parler, donc ça allait plutôt d'aller dans le même sens à ce niveau-là. Moi je trouve que le journal parlé, que ce soit dans la chaîne privée ou dans la chaîne publique, je veux dire l'information, on retrouve autant dans l'un, il n'y a pas vraiment un fossé, moi je ne le vois pas, c'est pas aussi flagrant que dans les chaînes belges en fait. Donc, qui irait plutôt dans le sens que j'évoquais, c'est-à-dire qu'il y a un rapprochement peut-être des intérêts du privé et du public qui sont tels qu'il y a une superposition des modèles du public et du privé. C'était une question que je posais. Hein? Oui. Oui, parce qu'au Maroc, les partis politiques n'ont pas de grande importance, c'est plus le roi qui est le plus important. Après, pour les Marocains, le roi il est légitime, donc il n'y a pas de contestation entre guillemets à avoir. Et donc, pour tout ce qui est information, je veux dire, de l'opposition, ben, il n'y en a pas vraiment, parce qu'ils pensent que le roi est légitime, non? T'en penses pas? Oui, c'est ça. Tout à l'heure, Fatima nous expliquait un petit peu comment on avait traité le printemps arabe sur les chaînes marocaines. Est-ce que pour faire le pont, est-ce que vous trouvez qu'il y a eu, en ce qui concerne les événements du 13 novembre à Paris, sur les chaînes françaises et les chaînes belges, une manipulation qui viserait à renforcer la sécurité et que l'occasion était enfin venue peut-être de faire passer dans l'opinion publique un programme qui serait latent et qui permettrait, le cas échéant, de comment dirais-je, de ne pas laisser un électorat filer vers l'extrême droite. Oui, à quoi je fais référence. Donc, le 13 novembre, vous vous souvenez ce qui s'est passé le vendredi 13 novembre à Paris, il y a eu plusieurs attentats et on peut s'interroger, de nouveau ici je n'apporte pas des réponses, on peut s'interroger sur le fait que très très rapidement, le gouvernement français ait réagi de manière très forte en parlant d'état de guerre, en installant l'état d'urgence pour 3 mois, en imaginant l'hypothèse aussi qu'il pourrait être renouvelé dans 3 mois, alors qu'il y avait des élections régionales 1 mois après, où il fallait endiguer à tout prix donc l'avancée de l'extrême droite. Est-ce que quelque part, il n'y a pas eu un petit peu une manipulation de l'opinion publique à ce moment-là? Ah oui, le fait de montrer que la gauche de Hollande est présente et qu'elle va tout faire en sa position pour régler le problème, c'est dire, ben voilà, si vous choisissez le PS, vous allez voir que nous, on va combattre l'islamisme radical et voilà. Et surtout que ces idées, cette islamophobie fait que les gens se tournent vers l'extrême droite et donc le Hollande se devait de réagir par la force, entre guillemets, pour gratter un petit peu et essayer d'avoir les gens de son côté qui
je rappelle, les Français, depuis quelques années, s'éloignent un peu de la politique d'Hollande car sont déçus par ses choix politiques. Il était clairement méprisé par tout le monde. C'est ça, et puis d'un coup, il monte à 50% des Français qui le soutiennent. Ils ont dit d'office de manipulation. C'est comme on voit les élections où le FN a des points au premier tour incroyables, et puis soudainement les médias commencent à en parler, mettre en avant des politiciens qui font mais si le FN gagne, ça ne va pas aller, il faut aller voter et tout. Et tout d'un coup, bah voilà, les résultats du FN au final n'ont rien donné, parce que, enfin pas grand chose, parce qu'il y a une mobilisation médiatique autour de ça. Quoi. Mais bon, il faut aussi rappeler que si Marine Le Pen au premier tour et Marie Maréchal ont eu des scores importants, c'est aussi les médias qui ont mis en avant aussi leur discours souvent islamophobe et de peur pour... donc les gens avant ils connaissaient Marine Le Pen mais n'écoutaient pas ses discours et les médias ont commencé à l'inviter sur les plateaux télé, etc. Donc elle a commencé à être connue, etc. Et donc je pense que le premier tour remporté par le FN est dû majoritairement aux médias. J'ai l'impression que c'est une maladresse des médias de leur part, qu'ils n'ont pas voulu, et qu'après ils ont corrigé le tir justement en essayant clairement de sensibiliser les gens à ne pas les voter pour le FN et les voter pour quelqu'un d'autre. Enfin, j'ai l'impression. Tout à l'heure, vous parliez d'éducation, de la nécessité d'un cours d'éducation aux médias dans l'enseignement secondaire. Est-ce que, puisque Pierre vient d'utiliser l'expression recibler le tir, enfin, je crois que c'est ça l'expression qui a été utilisée, est-ce que vous estimez que les enseignants, à certains moments, doivent réagir en tant qu'enseignants ou en tant que citoyens formateurs lorsqu'ils estiment que les médias ne sont pas dans le rôle si bien et qu'il faut profiter de l'actualité pour recadrer les choses dans leur contexte quand on a un cours d'histoire qui suit une semaine après et peut-être laisser tomber, le cas échéant, la matière du programme pour aller à l'essentiel et retravailler ce qui passe sur les médias, justement. Moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à le faire, justement, à un moment donné, s'il se passe quelque chose vraiment d'important, comme ce qui s'est passé avec les PSMI, de laisser, de prendre son temps et d'en parler, justement, avec nos élèves, parce que si nous, en tant que prof d'histoire géo, on ne le fait pas, qui le fera? Et le programme, bon, quoi qu'il arrive, on va y arriver, on va le terminer, enfin, c'est dans le cas possible, mais je trouve qu'il ne faut pas hésiter à prendre le temps de discuter des choses. Comme disait Pierre tout à l'heure, mieux tête bien faite qu'une tête bien pleine. Donc, moi je pense qu'il ne faut pas hésiter à sacrifier entre guillemets de la matière pour discuter, expliquer et débattre au sujet de choses actuelles. Je pense que c'est important d'apprendre aux élèves de discerner ce qui va dans l'actualité. Ici, le thème d'actualité, c'était vraiment tout le monde a été concerné, enfin tout le monde a regardé, personne ne peut passer à des informations. Donc, je trouve que là, il est nécessaire d'en parler avec les élèves. Et même les élèves sont demandeurs de ça. Aussi, ouais. En spécialisé, c'était le lundi après les attentats, tous les élèves venaient de la préfecture de la dame et de dire Madame, vous avez vu ce qui s'est passé à Paris, donc elle était obligée d'y parler. Et moi, je l'ai parlé toute la semaine avec les élèves, alors que la moitié était plus vieux que moi, ils étaient quand même. Ils voulaient quand même en parler, donc au final, c'est que ça touche tout le monde. Et il venait aussi avec énormément de questions et des idées souvent fausses, où il faisait des généralités, et donc aussi le professeur, il est là aussi pour bien mettre les choses au clair et essayer de tenter, si c'est possible, de raisonner entre guillemets l'élève et lui montrer ce qui est vrai, ce qui est faux et faire un discernement le plus possible. Si lors des stages que vous allez faire au second quadrimestre, à un moment donné, vous êtes amené à enseigner le chapitre sur l'islam, plus particulièrement la fameuse enquête numéro 7 qui est prévue en deuxième année du secondaire. Est-ce que, vu les événements qui se sont produits, est-ce que vous estimez qu'il faudrait mettre l'accent davantage sur l'un ou l'autre point,
ou estimez-vous que, en tant que professeur d'histoire, il s'agit essentiellement d'un chapitre qui concerne une grande civilisation d'humanité et qu'il faut l'aborder de manière exactement comme une autre civilisation? Moi, je pense que c'est quand même important de voir la civilisation en tant que telle, donc comment elle était dans le passé, mais obligatoirement, les questions vont arriver à ce qu'on discute du présent, parce qu'on ne peut pas négliger... les liens vont se faire par eux-mêmes, voilà. mais concrètement, à la base, quand on voit la matière, on devrait la voir comme n'importe quelle civilisation. C'est ça. Parce que le fait de rentrer dans le vue de l'actualité actuelle avec l'islamisme radical, etc., c'est aussi confronter dans... Enfin, essayer c'est aussi dire aux élèves les attentats, ça touche l'islam, enfin, c'est faire un rapprochement entre les deux. Or, nous, en tant qu'adultes, on sait que ça n'a pas de lien entre les deux, mais je pense qu'on devrait l'aborder, enfin, pour moi en tout cas, j'essaierais d'aborder comme une civilisation en tant que telle, montrer l'importance de la civilisation à l'époque et faire un lien avec aujourd'hui, mais plus sur les musulmans et pas sur l'actualité, je veux dire, actuelle. Si tu fais un lien avec l'actualité, tu peux quand même éviter les amalgames qui peuvent se faire dans la En fait, justement, moi je pense que comme dans l'actualité, pour le moment j'ai l'impression qu'on essaie de séparer les musulmans, de les stigmatiser. Je pense que dans ce cours, on pourrait faire des similitudes avec notre civilisation à nous. Bon, maintenant on est une civilisation laïque, on sait même quand même des origines catholiques. Et moi je trouve que c'est important, par exemple, de mettre une simple image, une femme voilée et puis une dame dans un couvent avec un voile et se dire que finalement c'est la même chose, alors pourquoi l'une devrait choquer, l'autre non? Je trouve que c'est important de montrer des similitudes. Il y a des similitudes, on voit dans le Coran, le nom des prophètes, on les retrouve dans la Bible, etc. Je trouve que c'est bien de faire des similitudes justement pour. Parce que je pense que voilà, il ne faut pas stigmatiser une population et c'est bien justement de nous rapprocher. Montrer ce qui nous rapproche et pas ce qui nous éloigne. Est-ce que vous estimez qu'il y a des émissions, des documentaires à la télévision qui seraient utiles de présenter et que l'on ne trouve pas encore à l'heure actuelle sur les différentes chaînes et que vous souhaiteriez vraiment voir passer à l'écran, à la fois pour la formation des professeurs et éventuellement pour pouvoir les enregistrer et les passer dans vos classes? Est-ce que vous estimez qu'il y a vraiment certains chapitres? Donc ici, je ne veux pas me braquer sur l'islam du tout. Hein. Je parle de l'histoire de l'humanité d'une manière générale, de l'actualité en général. Est-ce que vous trouvez qu'il y a vraiment des lacunes, des choses dont on ne parle jamais, qui sont éventuellement dans les programmes et où vous êtes en manque de documentation filmée? Je dis bien filmée, hein, je ne parle pas de ce que vous trouvez facilement dans les livres. En fait, je pense qu'il existe des programmes, mais ils sont trop rares ou sur des chaînes privées spécialisées en fait. Et qu'il est difficile de se procurer. Voilà, exactement. Des chaînes comme l'histoire. Voilà, la chaîne d'histoire. C'est des programmes qui sont vraiment intéressants. Mais elles ne sont pas accessibles. Mais elles ne sont pas accessibles Dans le monde, et on a rarement des programmes de même qualité ou qui traitent sur le même sujet dans les chaînes courantes ou gratuites. Gratuites, non, Ouais, sur les chaînes courantes, on ne trouve pas ce genre d'émission, c'est dommage. Il y a toujours des chaînes comme Arte ou documentaires qui sont souvent intéressants, donc c'est déjà ça. On ne doit pas s'en contenter. Non. C'est comme ça. C'est pas ça. Ça, c'est pour le cours de géographie, c'est pas sorcier, c'est pour tout le géographie. moi je pensais vraiment à la chaîne d'histoire quand je disais ça, ça devait être accessible, ça devait être dans le bouquet, comme on dit, qui est proposé directement de base. Ça aussi c'est problématique parce qu'il y a aussi cette envie de faire payer des chaînes qui sont... Enfin pour moi, ça serait bien pour tout le monde d'avoir des chaînes un peu qui nous permettent de nous cultiver au lieu de chaînes qui nous abrutissent et qui sont entre guillemets comprises dans le bouquet. Mais ça revient... C'est ça, c'est la volonté. Peut-être une volonté de la part de politique, enfin, je ne sais pas si c'est comme ça, de vouloir je vais fort en disant ça, mais peut-être abrutir un petit peu les gens et
et de pas forcément les former. Plus on est bête, on est facile à manipuler, ça c'est sûr. Et aussi, je pense qu'au niveau politique, au niveau économique aussi, parce que comme on l'a dit, les émissions pour nous cultiver sont beaucoup moins visionnées que les réalités ou des émissions abrutissantes, parce que la réalité c'est abrutissant. Et donc, économiquement parlant, on ne va pas nous diffuser des reportages, des émissions qu'on ne regarde pas. Donc, voilà pourquoi on est loin de ce genre d'émissions aussi. Je voudrais vous poser une dernière question, à moins que vous souhaitiez poursuivre. Une dernière question qui porte sur la place de l'enseignement de l'histoire de Belgique dans les programmes. Vous savez qu'en France, il y a eu un débat récemment, avant les grandes vacances, pour savoir quelle place il fallait accorder entre guillemets à ce qu'on appelle le roman national, de telle manière que l'identité française à travers son histoire soit réaffirmée et qu'on ne tombe pas dans ce que certains appellent entre guillemets la repentance, c'est-à-dire mettre en évidence justement l'islam, la traite des Noirs entre l'Afrique et les Amériques, ou le problème de la colonisation. Est-ce que vous trouvez que dans les programmes que nous avons en Belgique, et qui sont conçus de manière très différente finalement qu'en France, pas tellement au niveau des thématiques générales, mais au niveau de thématiques régionales plus particulières, est-ce que vous ne regrettez pas qu'il n'y ait pas de cours sur l'histoire de Belgique ou l'histoire de la Wallonie ou l'histoire de la Flandre avant, je dirais, l'indépendance, et même après l'indépendance? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un déficit culturel à ce niveau-là, et en particulier dans les médias, justement? Alors qu'en France, on a des tas d'émissions historiques, on en a même beaucoup, qui parlent d'histoire de France et surtout l'histoire des rois de France ou des reines de France, avec Stéphane Bern, par exemple. En Belgique, on n'a pas l'équivalent, et on a parfois l'impression que des pages, je ne dirais pas glorieuses, parce que heureusement, on n'en est plus à ce stade-là dans l'enseignement d'histoire, mais des moments très importants, parce que je crois que nos régions ont quand même contribué dans l'histoire de l'humanité elles ont quand même eu un rôle important à certains moments, je pense au Moyen-Âge, les villes de Flandre par exemple. Moi je trouve qu'on ne voit pas assez l'histoire de la Belgique au cours d'histoire. Mais elles sont quand même enseignées dans l'enseignement primaire. Oui, mais c'est tellement vague en primaire, et moi je trouve aussi le sujet du style de la colonisation congolaise, on ne la voit pas du tout, et je parie que personne ne connaît la colonie belge au Congo ou la propriété du roi Léopold II. Enfin, on en parle en 5e ou en 6e secondaire, je Très pense, bien, mais Mais après, moi, l'histoire de la Belgique, certes, c'est important, mais il faut aussi voir dans la globalité l'histoire de manière générale. Moi, je condamne un peu l'idée française de toujours se centrer sur eux, parce que ils sont dans l'excès. voilà, parce qu'après, on passe à côté d'autres choses. Il y a des choses importantes dans l'histoire qui sont passées, enfin, qu'on laisse de côté. Et ça, c'est un peu bête de leur part, parce que notre but en tant qu'enseignant, c'est vraiment sensibiliser les élèves pour que l'histoire négative ne se reproduise pas. Et le fait de parler de Marie-Antoinette, etc., certes, ça peut être intéressant, mais à faible dose. Et je préfère parler 5 minutes de la femme du roi que parler 1 heure de la colonisation ou autre. Quoi. Mais au niveau des reportages, par rapport à la Belgique, je trouve qu'il y a aussi très peu de reportages, moi je me trompe. Mais c'est vrai que souvent c'est plus global par rapport à la France, ça englobe un peu plus de pays. Sinon par rapport à la Belgique, moi je me trompe très peu. Mais par rapport à la France, c'est parce qu'elle a cette fierté nationale aussi, donc ça joue beaucoup. L'identité. Par contre, en Belgique, on n'a pas cette fierté nationale qui est autant présente en Belgique qu'en France, donc c'est ça aussi qu'on n'a pas autant de cours d'histoire sur la Belgique qui ont tant d'importance.
Donc si je pouvais me permettre de conclure, ce serait peut-être de dire que finalement, l'enseignement est le meilleur des médias. C'est-à-dire que les enseignants sont vraiment des intermédiaires entre d'une part des travaux rédigés par des savants qui ont été vulgarisés dans des grandes synthèses et d'autre part les élèves ou les étudiants et que finalement rien de tel que d'avoir une relation personnelle avec des élèves, une relation pédagogique pour faire intervenir les élèves, pour les faire réfléchir, pour les rendre cultivés et intelligents, alors que les médias, malgré tout ce que l'on peut dire, n'ont pas cette capacité d'interaction et malgré tout vous bombardent d'informations sans que vous ayez la possibilité de réagir véritablement. Donc je crois que l'être humain est irremplaçable de ce point de vue-là, et même les MOOC, qui ont pour l'instant beaucoup de succès, c'est-à-dire ces enseignements universitaires qui sont diffusés sur la toile, où on peut réagir, entre guillemets, en posant des questions, mais cette interaction ne sera jamais sur le vif, elle sera toujours en décalage, en tout cas pour l'instant elle est en décalage, et les exercices qui sont proposés, ce sont des exercices finalement où on est dans un cadre anonyme, il y a un professeur qui ne vous connaît pas, qui ne sait pas de quel milieu vous êtes, dans quel contexte vous étudiez ou vous intéressez à sa matière, va vous répondre des choses qui sont peut-être très formatées. Voilà, je crois que nous pouvons en terminer ici. On a dit. Merci et bonne suite dans vos études. Merci beaucoup.